J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut les fans de fiction, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la littérature de science-fiction. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant d'une saga. Et oui, une saga. Après l'effondrement de l'auteur Christophe Martinoli, une œuvre captivante qui se compose de plusieurs volets que vous pouvez retrouver dans un intégral de la saga. Et c'est vraiment très appréciable parce que vous allez voir, le récit mérite vraiment que l'on s'y perde. Et vu la taille de la saga, on va s'y perdre ensemble. Ce roman est riche en émotions et en questionnements sur notre avenir, celui de l'humanité tout entière, nous transporte dans un futur où notre civilisation doit faire face à des défis colossaux qui vont remettre en question la totalité de nos acquis et de nos savoirs. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage époustouflant à travers les thèmes, les personnages et les leçons de vie que cette œuvre, qui s'avère déjà magistrale tant par son ampleur que par sa réalisation dans une trame chronologique s'étirant sur plusieurs dizaines d'années, a à nous offrir. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de 3 des 6 volets de la saga après l'effondrement, simplement déjà parce que notre podcast ne dure pas plus de 30 minutes et surtout parce qu'un tel récit mérite également de garder une part de mystère que vous, fans de SF, vous découvrirez en allant le lire juste après ce podcast. Alors je commence immédiatement avec le premier volet de cette série qui s'appelle Dernier départ. Eh oui, un volet qui est paru en 2019 et qui raconte l'histoire d'une fille qui renonce à ce que tout le monde rêverait d'avoir, une place dans la dernière arche humaine en partance pour une autre planète, quelques jours seulement avant la fin du monde. Aélis, eh oui, c'est elle. Elle ne supporte pas d'abandonner les derniers habitants de la Terre à leur sort, ceux qui n'ont pas eu le droit de monter dans l'arche, car il faut savoir que bien avant l'impact présumé d'une comète qui mettra fin à ce monde, notre civilisation s'est déjà effondrée, le chaos règne. L'humanité s'est déjà en partie éteinte depuis longtemps. Dans un premier temps destiné à la bande dessinée, ce drame futuriste a d'abord été raconté dans une seule temporalité et d'un seul point de vue, avec une dynamique courte, et se résumait à une course contre la montre pour retrouver Aélis avant le dernier départ. Après l'abandon du projet de bande dessinée, Christophe Martinoli s'est permis d'exploiter toute la documentation et les recherches accumulées pour concevoir un monde condamné depuis 75 ans par la découverte d'une comète dévastatrice, tueuse de monde. Il faut bien voir que dans la majorité des fictions évoquant ce type de menace, la catastrophe est généralement révélée relativement tard, quelques années, voire quelques jours seulement avant l'impact. Mais ici, rien de tout ça. Il y a une véritable volonté de voir le temps passer, un temps où l'humanité va se préparer, aborder les différentes initiatives plausibles dans une telle situation et évoquer leurs conséquences. Car si l'histoire commence dans un peu plus de 75 ans, c'est bien notre génération, celle de 2026, qui a fait des choix décisifs et irrévocables en organisant l'évacuation d'une élite autoproclamée aux dépens d'une majorité de la population condamnée de fait. Personnellement, j'adore les récits qui raccrochent la science-fiction contemporaine à une époque où une proportion toujours plus infime de l'humanité s'accapare presque tout au détriment de l'immense majorité. Cela nous met face à nos propres démons, parce que quand les élites pillent systématiquement les ressources de la Terre au profit de leur arche interstellaire, y a-t-il réellement une différence avec notre manière de construire notre quotidien, notre avenir actuel? Mais heureusement, il n'y a pas que ça dans Dernier départ. Et cette histoire raconte avant tout une histoire de famille, née et élevée pour installer l'humanité sur une autre planète. Comment assumer un tel destin? Un destin choisi par ses propres ancêtres, une destinée imposée et surtout, comment accepter ses conséquences? Voilà le genre de questions que ce roman va nous poser et auxquelles nous devrons faire face et y répondre nous-mêmes en tant que lecteurs. Et des thèmes de réflexion, il y en a beaucoup. Le thème principal du roman est l'effondrement, à la fois écologique et sociétal. Christophe Martinoli explore comment les personnages font face à la désintégration de leur environnement et de leurs institutions. En France, le chaos règne, alors que la présidente intérimaire refuse de céder le pouvoir, provoquant des troubles civils majeurs. Parallèlement, sur les îles Kerguelen, les personnages principaux tentent de construire une nouvelle normalité à partir du chaos. L'effondrement, il est aussi personnel car ils doivent, ces personnages, faire face à leurs propres peurs et vulnérabilités dans un environnement extrême. Un autre thème clé est la résilience humaine,
Les personnages montrent une incroyable capacité à s'adapter et à survivre malgré les conditions diverses. Leur relation est un exemple poignant de cette résilience car ils trouvent un refuge émotionnel l'un dans l'autre au milieu de ce chaos. L'auteur nous rappelle ainsi que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la solidarité peuvent offrir une lumière, une étincelle d'espoir. D'ailleurs, l'histoire débute dans un avenir lointain où l'espoir n'est plus rien qu'un doux rêve. La scène d'ouverture se déroule dans l'espace, à bord de l'Arche française, une des nombreuses arches construites pour assurer la survie d'une élite sélectionnée. Nous suivons alors le réveil d'Elon, un jeune garçon qui se réveille d'un sommeil cryogénique de 1224 ans. Il est confus, effrayé par ce nouveau monde qui se dessine, où il est accueilli également par une intelligence artificielle, celle de l'Arche, et par une femme médecin. Pendant ce temps sur Terre, nous suivons dans une autre temporalité, avant l'impact de la comète, des personnages comme Aelis et Angelo, qui luttent pour la survie des derniers humains dans des conditions de plus en plus difficiles, dans un monde où plus rien ne compte, sauf le chacun pour soi. Le changement climatique est également un des thèmes majeurs du récit. Les conditions météorologiques extrêmes des îles Kerguelen servent d'ailleurs de métaphore puissante pour les effets dévastateurs de l'activité humaine sur notre planète. Christophe Martinoli utilise cette toile de fond pour souligner l'urgence de la crise écologique et la nécessité de repenser notre propre relation avec la nature. C'était en 2019, imaginez-vous. Aujourd'hui, en 2024, l'urgence n'est plus un mot assez déterminant pour qualifier les prémices de notre propre effondrement. Dernier départ porte donc un message fort sur la fragilité de la civilisation et l'importance de sa durabilité. L'auteur nous invite à repenser les choix que nous faisons en tant que société et sur les conséquences sur le long terme de nos actions et des choix que nous allons prendre. La morale de l'histoire, pour moi, elle est très claire. Il est crucial d'agir maintenant pour préserver notre planète et assurer un avenir viable pour les générations futures. Ou alors, faut-il attendre qu'une comète ne vienne détruire notre monde pour finalement recommencer nos erreurs sur une autre planète? Cette œuvre, Dernier départ, et le reste de la saga après l'effondrement, nous rappelle également l'importance de l'humanité et de la connexion que nous avons entre humains. Les personnages trouvent un sens et une motivation dans leurs relations, soulignant que, malgré les défis auxquels nous sommes tous confrontés, la compassion et la bienveillance peuvent tout de même nous aider à surmonter les moments les plus difficiles de la vie. Dans ce volet de la saga, le protagoniste, Elon, est un jeune garçon réveillé après des siècles de cryogénie. Sa confusion et sa peur face à ce nouveau monde sont vraiment palpables à travers le texte. La relation qu'il développe avec l'intelligence artificielle de l'Arche et cette femme médecin qui le réveille est à la fois touchante et révélatrice de nouvelles dynamiques de pouvoir et de survie à cet instant présent. Parce que tout se bouscule dans notre esprit et on se demande comment réussir à vivre lorsque l'on sait que d'autres n'ont même pas eu ce choix et cette chance. Aelis, quant à elle, est maintenant une femme déterminée à rester sur Terre pour aider les derniers survivants plutôt que de fuir avec l'élite. Son choix, très courageux, de rester avec les démunis est un acte de résistance contre l'injustice sociale qui caractérise bien cette époque. Mais fait-elle réellement le bon choix? Sa relation avec les autres survivants et surtout avec son grand-père, Angelo, que nous découvrons mieux dans un préquel intégré à la saga qui s'appelle justement le journal de l'effondrement. Eh bien, tout ceci ajoute une profondeur émotionnelle à l'histoire. Quel aurait été son avenir si elle s'était réveillée à côté d'Elon? Nous ne le saurons peut-être jamais. Un autre personnage important de cette histoire est Xavier Sigebert, un milliardaire excentrique, comme le sont peut-être tous les milliardaires, et qui incarne la dissonance cognitive de ceux qui, malgré leur richesse, tentent de trouver des solutions aux problèmes climatiques. D'ailleurs, son projet d'installer des serveurs géants sur les îles Kerguelen montre la contradiction de son personnage oscillant entre le sauveur technologique de l'humanité et le bénéficiaire de nombreux privilèges. Mais je vous laisse découvrir par vous-même la profondeur de ce personnage et ses véritables désirs. En explorant les thèmes, justement, de la survie et de l'injustice sociale, Dernier départ rappelle d'autres œuvres de science-fiction,
Par exemple, on peut y voir un peu de Station 11 de Emily St. John's Mandel qui décrit une vie après une pandémie mondiale dévastatrice. Les deux œuvres partagent pour moi une réflexion sur la manière dont les individus et les sociétés se reconstruisent après un effondrement majeur. Un autre roman qui me semble assez similaire sur quelques thématiques est The Book of M de Peng Shepherd, qui explore un monde où les gens perdent leur ombre et avec elle leurs souvenirs. À l'image de Dernier Départ, les personnages de Shepherd doivent naviguer dans un monde où les règles sociales et les structures ont été totalement bouleversées et où la survie dépend de la résilience et de la solidarité. Notre civilisation. Eh bien, notre civilisation va donc disparaître suite à notre rencontre avec la comète X 2025-O1. Ce bolide n'est pas juste un coup du sort dans le livre, c'est un symbole puissant des forces cosmiques incontrôlables qui menacent l'humanité en permanence et que nous ne voyons forcément pas. La découverte de cette comète qui ravage d'abord une partie de la Terre et qui va revenir 75 ans plus tard pour détruire la Terre ajoute vraiment une tension apocalyptique au récit, nous rappelant les scénarios de destruction totale souvent explorés dans la science-fiction et les romans que je viens de citer d'ailleurs en font partie. Parlons maintenant un peu de l'auteur, Christophe Martinoli, parce que je vous parle du livre, mais c'est aussi intéressant de voir d'où vient cette âme créatrice qui a fondé une véritable saga futuriste et très intéressante à mon sens. Eh bien, c'est avant tout un auteur et scénariste français reconnu pour sa capacité à mêler des thèmes complexes avec des récits captivants et émotionnellement chargés, vous le lirez. Sa carrière, eh bien, elle a débuté dans le domaine des courts-métrages avec des œuvres diffusées sur TV5 Monde et TF1 avant de poursuivre avec la série Déjà Vu, que certains ont déjà vu d'ailleurs, sur France Télévisions. Pour ma part, moi, je l'ai découvert à travers la bande dessinée chez les Humanoïdes Associés avec la série Seul Survivant. Christophe a co-signé les scénarios de 3 des tomes de Seul Survivant, une série de bande dessinée éditée aussi d'ailleurs chez les Humanoïdes Associés. Ces bandes dessinées ont été acclamées pour leur profondeur narrative et leur exploration des thèmes de la survie et de l'humanité. Il a également écrit d'autres romans, bien évidemment. Il y a Corps d'État, un thriller politique d'anticipation qui explore les mécanismes du pouvoir et les dérives autoritaires. Les Ailes de l'Aube, un voyage initiatique fantastique qui entraîne une violoncelliste, Daphné Granger, dans une quête spirituelle et métaphysique. Et enfin, il y a Après l'effondrement, cette saga de science-fiction qui dépeint un futur post-apocalyptique. Cette série, d'ailleurs, dont je vous parle aujourd'hui, a été particulièrement bien reçue puisqu'elle remporte le prix Imaginaire Découverte Les Petits Mots des libraires en 2020. Eh bien, je vous dis que le prix est bien mérité. Le style de Christophe Martinoli, eh bien, il est souvent décrit comme immersif et évocateur, et vous aurez l'occasion de le voir. Il a un talent particulier pour créer des mondes détaillés et crédibles, où les lecteurs peuvent se perdre tout en réfléchissant aux grandes questions de notre époque. Ces personnages sont également généralement bien développés et plutôt multidimensionnels. Dans ses œuvres, on explore fréquemment les thèmes de l'effondrement civilisationnel, de la survie dans des environnements extrêmes et des dilemmes éthiques auxquels sont confrontés tous ces personnages. Il examine également les dynamiques de pouvoir et les inégalités sociales, mettant ainsi en lumière les injustices et les défis que cela pose pour l'humanité. Pour ma part, j'ai vraiment ressenti l'influence qui a été forgée dans le style de Christophe Martinoli à travers un panel d'auteurs de science-fiction et de littérature spéculative comme Philippe Cadic ou Ursula K. Le Guin. D'ailleurs, toutes les œuvres de Christophe ont été bien reçues par la critique pour leur profondeur thématique et leur capacité à engager le lecteur sur des questions contemporaines pertinentes. Pour moi, c'est un auteur dont le travail mérite une attention particulière par sa capacité à combiner une narration captivante avec des thèmes pertinents. Après l'effondrement est donc un excellent exemple de son talent pour explorer les complexités de la condition humaine à travers le temps et à travers les défis monumentaux que nous devons réaliser. Cette capacité à créer des mondes et à développer des personnages dans ce contexte fait de lui une voix importante dans le domaine de la SF contemporaine, que je vous invite d'ailleurs fortement à lire, à découvrir si vous ne le connaissiez pas. Parlons maintenant du 2e et 3e volet qui s'intitulent respectivement Magonia et Fin des temps. Accrochez-vous bien parce que déjà pour Magonia, cette aventure littéraire nous emmène loin, très loin, dans un futur post-apocalyptique, oui, plutôt dans l'an 817, car nous allons le voir, après un retour autour de la Terre avec l'arche stellaire Magonia qui orbite autour de notre planète,
eh bien, nous allons faire un bond inattendu dans le passé médiéval. Nous sommes là dans un mélange unique et palpitant que seul Christophe Martinoli, notre auteur du jour, nous offre à travers cette saga. L'histoire débute avec l'arche du Magonia Consortium, un vaisseau gigantesque en orbite autour de la Terre, après l'effondrement de la civilisation mondiale que nous avons découvert précédemment. Les premiers chapitres introduisent immédiatement à ce monde en ruine les personnages, où on retrouve Elon, qui observe les changements climatiques drastiques qui ravagent ce qu'il reste de notre planète. D'ailleurs, dès les premières pages, on est plongé dans une ambiance apocalyptique avec des descriptions saisissantes qui nous font presque sentir le froid de l'espace et le chaos qui règne sur Terre. Mais ce décor futuriste dédié à l'espace et à la technologie va bientôt disparaître pour laisser place aux murailles d'une ville fortifiée qui s'élève majestueusement dans une autre époque. Cette cité, des plus puissantes de l'an 800, est dirigée par un juge-gouverneur catholique, un archevêque appelé le prélat des Gaules, qui englobe 4 anciennes provinces romaines limitrophes. Lyon est devenue une véritable cité-État médiévale, dirigée d'une main de fer par Monseigneur Agobard. Dans ce deuxième tome, l'un des thèmes centraux du livre est la survie et l'adaptation dans un milieu hostile, hors de notre époque. C'est ça, le milieu hostile. Les personnages sont constamment confrontés à des situations extrêmes qui mettent à l'épreuve leur résilience, encore. Elon en est d'ailleurs un symbole permanent, parce qu'après avoir subi une croissance accélérée des traitements réparateurs, il incarne cette capacité humaine à s'adapter physiquement et psychiquement aux conditions les plus dures. Cette perspective nous rappelle des œuvres comme Le Dernier Rivage de Nevil Shutt, où l'adaptation à une nouvelle réalité devient une question de vie ou de mort. Mais le roman de Christophe Martinoli, quant à lui, explore le conflit entre une civilisation technologiquement avancée et les sociétés médiévales de la Terre d'antan. Lorsque l'arche se retrouve projetée dans le passé, ses habitants doivent bien évidemment naviguer dans un environnement où la technologie est perçue comme de la magie. Cela crée des tensions et des malentendus, rappelant un autre classique, un Yankee à la cour du roi Arthur de Mark Twain. La confrontation entre le progrès et la superstition est alors habilement exploitée pour poser des questions sur notre propre époque et nos réactions face à l'inconnu. Magonia nous offre de la loyauté et de la trahison, qui sont omniprésentes dans le récit, et on apprécie cette remise en contexte des travers de cette époque où tout n'était que complot et manigance. Les personnages doivent alors constamment évaluer en qui ils peuvent avoir confiance dans un contexte où les alliances sont fragiles et les complots nombreux. Cette dynamique complexe est un moteur essentiel de l'intrigue et ajoute vraiment une couche de suspense et d'incertitude qui nous tient en haleine tout au long de la lecture. Si vous avez aimé les intrigues politiques comme dans Dune de Frank Herbert, vous retrouverez ici un terrain familier où chaque décision peut avoir des conséquences dévastatrices. Vous avez bien saisi que le thème du temps et du destin est central dans l'intrigue, et pas juste là pour créer un anachronisme qui permet de vendre une suite à un récit quelconque. Non, le voyage dans le temps de l'arche est important, car il nous amène à réfléchir sur les implications de nos actions passées et présentes. Peut-on vraiment changer le cours de l'histoire? Ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs tout le temps? Ce questionnement totalement philosophique est similaire à celui qu'on retrouve dans La machine à explorer le temps de H.G. Wells, où la manipulation du temps soulève des questions viscérales sur la nature humaine et le libre arbitre. D'ailleurs, les personnages de Magonia sont remarquablement bien développés pour nous faire ressentir cette désespérance de ne pas comprendre certains aspects de nos propres ancêtres. Elon, avec sa détermination et son esprit rebelle, se distingue d'ailleurs comme un héros atypique, un chevalier d'antan. Sa relation avec Émérance, marquée par des interdits et des moments de tendresse, ajoute une dimension humaine et émotionnelle à leur histoire. Enzo, Laura, Liam, Émérance, chacun avec leur propre motivation et secret, viennent enrichir le récit et créer un ensemble dynamique, voire même captivant. Christophe Martinoli nous invite à prendre conscience de notre propre destin et des défis qui nous attendent. Le message est clair. Face à la catastrophe, l'humanité doit faire preuve de résilience, d'adaptation et de coopération, et le roman nous rappelle que malgré toutes les avancées technologiques, nous ne devons jamais perdre de vue que notre humanité et notre capacité à nous soutenir mutuellement, à évoluer, est une démarche qui se fait dans la collaboration et pas dans l'individualité.
La morale de Magonia peut se résumer en une prise de conscience écologique et sociale. La terre que nous connaissons est précieuse et fragile, et les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des répercussions profondes sur notre avenir. Enfin, dans le 3e tome de cette histoire, un tome qui s'intitule « La fin des temps », on retrouve Aélis dans son contexte temporel de 2101, 2 heures avant l'impact imminent de la comète nommée Enlil. L'humanité est en lambeaux, et les derniers survivants se regroupent dans une cité fortifiée, dernier bastion d'espoir, sur une terre totalement dévastée. Aélis, notre héroïne, incarne alors l'esprit de résilience et choisit de rester sur Terre pour aider les survivants plutôt que de partir avec sa famille vers une nouvelle planète. Ce choix dépeint sa force de caractère et son attachement profond à la communauté et surtout à la Terre. À travers le personnage d'Aélis, le roman va donc explorer les thèmes de la solidarité humaine, de la coopération face à des défis insurmontables et les développer pour enfin terminer cette saga avec une note d'espoir. L'espoir de se dire qu'une étincelle d'humanité persistera toujours, même dans les pires moments, et dans les moments où l'égoïsme prédomine chez certains. D'ailleurs, l'un des moments les plus poignants est celui où elle rassemble les survivants et les guide vers un refuge. C'est une scène qui est dès le début du livre, de ce tome, et où elle hurle dans un mégaphone à la foule, leur rappelant que la cité est la leur, et qu'ils l'ont battue de leurs mains, et qu'ils peuvent y aller. Cela crée vraiment un sentiment d'appartenance et d'unité, montrant que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut trouver de la lumière et de la solidarité en chacun. Le récit intègre des éléments de science-fiction tels que des cités-États, des arches interstellaires et des technologies avancées, oui, mais il met aussi en lumière la fragilité de la civilisation humaine. Les descriptions des technologies sont fascinantes, comme les cités conçues pour résister à l'impact de la comète et les arches destinées à transporter des milliers de colons vers de nouvelles planètes. On ne peut tout de même s'empêcher de penser que ces œuvres sont comme Interstellar ou le cycle de fondation d'Isaac Asimov, nous montrant une technologie qui est à la fois salvatrice et un rappel constant de notre vulnérabilité. Mais ici, plus que la technologie, c'est l'humain qui prime. Aélis est une héroïne complexe et profondément empathique. Elle est ambitieuse, combative, est dotée d'un esprit de leader indéniablement, et sa décision de rester sur Terre pour aider les survivants plutôt que de partir avec sa famille montre un sens du sacrifice qui résonne fortement avec les thèmes de solidarité et de résilience des livres de SF. Son parcours en est un reflet, celui de la lutte humaine contre l'inévitable, et son développement au fil de l'histoire est totalement captivant. Mais tout ça c'est bien joli, une belle histoire qui nous apporte un véritable final. Mais il fallait quelque chose pour renforcer ce final. Il nous fallait un antagoniste. Et c'est Nolan qui en sera l'incarnation. Nolan, l'antagoniste principal de ce tome, est la violence et la tyrannie auxquelles nous devons faire face. C'est un ancien ouvrier devenu tueur sanguinaire. Il prend le contrôle du dôme et impose sa loi par la terreur. Nolan représente ici le côté sombre de l'humanité, celui qui profite du chaos pour asseoir un pouvoir illégitime. Sa présence est un véritable plus qui ajoute une tension constante et menace palpable, rappelant des antagonistes charismatiques mais terrifiants comme par exemple Randall Flagg dans Le Fléau de Stephen King. Nolan, lui, est défiguré. C'est la marque indélébile de son dernier combat contre l'un des membres de la famille d'Albera, que vous découvrirez. Cela lui donne un aspect monstrueux extérieurement qui, pour une fois, se trouve être le reflet exact de ce qu'est réellement l'antagoniste intérieurement. L'un des messages les plus puissants de la fin des temps est la nécessité de coopérer pour survivre, et des autres tomes également d'ailleurs. À plusieurs reprises, Aélis rappelle aux survivants que leur force réside dans l'unité. Ce thème va résonner particulièrement fort dans le contexte actuel où le monde fait face à des défis de toutes sortes comme le changement climatique, les pandémies. Le roman va nous suggérer que notre survie en tant qu'espèce dépendra de notre capacité à travailler ensemble et à dépasser nos instincts les plus basiques, les instincts de peur et de violence, évidemment. En explorant la fin des temps, on ne peut s'empêcher de faire des parallèles avec la thématique de l'effondrement et de la renaissance que l'on retrouve également dans le roman La Route de Cormac McCarthy, où un père et son fils traversent une Amérique post-apocalyptique. Tout comme dans La Route, la fin des temps nous montre que même dans les moments les plus désespérés, il y a de l'espoir et une possibilité de renouveau. Le concept des cités-États et des arches interstellaires fait
écho à d'autres romans, comme celui de La Cité et les Astres d'Arthur C. Clarke, où l'humanité se réinvente dans des villes parfaitement planifiées et isolées. Cependant, la fin des temps va plus loin en intégrant une dimension plus émotionnelle et morale, où les choix individuels ont un impact direct sur le collectif. En conclusion, je dirais que La fin des temps est une œuvre qui non seulement divertit, mais aussi fait réfléchir profondément sur la nature humaine et notre avenir en tant qu'espèce. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer en vous laissant avec cette question existentielle. Sommes-nous capables d'apprendre de nos erreurs passées et de construire un avenir meilleur si nous le décidions aujourd'hui? Ou sommes-nous condamnés à répéter éternellement les mêmes cycles de destruction et de renaissance? Eh bien, j'espère que vous l'avez compris, Après l'effondrement est plus qu'une trilogie, c'est un univers riche et interconnecté qui explore les conséquences d'une apocalypse mondiale et les luttes pour la survie dans un monde dévasté. En plus des 3 tomes principaux que nous avons vus, nous avons le journal de l'effondrement, c'est un préquel qui jette un éclairage essentiel sur les événements qui ont conduit à la situation désespérée dans laquelle se trouvent nos protagonistes. D'autre part, il y a aussi les histoires connexes, telles que Tigrid et celle de Elon, qui enrichissent encore davantage l'univers en approfondissant les arcs narratifs de personnages clés que nous rencontrons dans la trilogie principale. Ces récits nous permettent de mieux comprendre les motivations et surtout les parcours de ces personnages, des personnages principaux et secondaires d'ailleurs, et de continuer notre exploration de cet univers qui franchement m'a personnellement passionné. En conclusion, je vous dirais que Après l'effondrement est une saga qui ne se contente pas de raconter une histoire de survie et une histoire imaginaire pour nous faire du bien. Eh bien non, en reliant ces thèmes à l'actualité, il est impossible de ne pas penser aux défis contemporains tels que les changements climatiques, les pandémies et les crises socio-économiques mondiales que nous vivons. Tout comme les personnages de Après l'effondrement, nous sommes tous confrontés à des choix critiques sur la manière de réagir et de nous adapter à des situations de crise. Et peut-être que la lecture de cette saga nous permettra d'y réfléchir. Vous trouverez dans la description du podcast tous les liens pour découvrir le site de l'auteur Christophe Martinoli et son roman de SF que nous avons découvert ensemble aujourd'hui, la saga Après l'effondrement. Nous arrivons à la fin de cet épisode du podcast. Si le thème et le récit que nous avons explorés aujourd'hui vous ont captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations dans le monde de la SF. Aimez, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour aider d'autres amateurs de science-fiction et de récits fantastiques à nous découvrir. Si vous avez envie que j'analyse un livre en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'étudier vos propositions et de travailler dessus. Votre soutien est vraiment essentiel et permet à toute la communauté de passionnés de science-fiction de grandir et d'échanger des idées sur ce sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast et à la prochaine pour une nouvelle aventure au cœur de l'univers fascinant de la SF. C'était Olivier. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.